Longtemps. Eh bien, cher président, mon père, chers confrères, chers consoeurs, mesdames et messieurs, je veux, ça ne vous étonnera pas, tout d'abord remercier et féliciter Bérénice Tournafont, qui vient de l'évoquer et qui a été à l'origine d'un cycle de discussions, de réflexions autour de thèmes qui sont au fond des thèmes à la fois contemporains, mais également des thèmes universels. Et je pense que c'est en effet le lieu par excellence où on peut essayer de confronter les deux approches. Voilà. Et le thème qui nous rassemble aujourd'hui, vous le connaissez, c'est le thème un thème d'une extrême importance qui interpelle, je crois, aussi bien le destin, l'essence même de l'homme, que celui des sociétés, comme on va le voir. C'est-à-dire, qu'est-ce que la vérité et peut-on y avoir accès? Par quel chemin y accéder? La vérité est-elle d'ailleurs accessible d'une manière générale à l'homme? Ne vivons-nous pas essentiellement que mus par nos croyances, quelques belles, disons, porteuses d'espoir qu'elles puissent être? Ce sont là évidemment des questions tout à fait fondamentales. Nombreux sont celles et ceux qui aujourd'hui, face au contexte démographique d'abord, socio-économique, à la montée en puissance des technologies, on va le voir, aux problèmes de l'environnement, mais aussi à la confrontation des cultures, parfois menaçantes, je pense que vous voyez à quoi je fais allusion, s'interroge au fond le devenir de l'homme contemporain, mais de l'homme en général. Quelle portée ont encore les grands concepts dont se réclamait il y a encore peu de temps la société, d'autrefois surtout? En effet, le droit, la politique, l'environnement, l'économie mondiale, mais aussi les préceptes philosophiques, les croyances religieuses ou non religieuses, ont souvent subi des contre-coups. Dans une société moderne, hélas, qui est héritière de récents conflits mondiaux, comme vous le savez, d'idéologies parfois meurtrières, tout cela remettant en question non seulement l'accessibilité à la paix, mais également de nombreuses réflexions dont se réclament les sociétés civilisées. De sorte que parmi les interrogations, qu'est-ce que la vie, on doit que doit se poser l'homme du XXIe siècle, figurent des questions suivantes. Qu'en est-il des croyances religieuses ou non, héritées d'un passé ancien, même donc apparemment très affermi? Que penser des vérités, ou soi-disant-elles aujourd'hui, qu'elles soient scientifiques, politiques, relatives à l'économie, au droit, comme on le verra? Le statut même de la vérité n'est-il pas sans cesse, disons, fortement remis en cause ou mis en question au sein de la civilisation contemporaine? L'être humain a-t-il d'ailleurs accès à la vérité, laquelle pour les sceptiques d'équilibre et pour des hommes de foi peut également être peut-être obtenue qu'à travers justement une démarche spirituelle, théologique et autre. Et là, nous le verrons tout à l'heure.
Et si cela est cependant possible, l'accès à la vérité, vers quel type de vérité faut-il tendre? Mais avant d'y répondre, encore convient-il d'examiner comment se pose le problème sous l'angle de la philosophie, des sciences, de la politique, de la théologie, du droit, etc. Car l'interrogation se présente en effet à de nombreux niveaux, impliquant souvent des démarches différentes, très différentes. Ces points sont abordés par l'ensemble des conférenciers qui prendront la parole tout à l'heure. Et pour aller plus loin dans cette interrogation, et ce dans les sciences en particulier, pour la plus grande part, est-ce que dans les sciences en particulier qu'il nous faut chercher la vérité? Le progrès des connaissances scientifiques fondamentales, mais aussi les applications qui en découlent, s'érigent-ils désormais, aujourd'hui, comme seul principe et ou objectif de vérité, recouvrant les questionnements de l'homme sur les mystères de la nature et même sur le sens de la vie? On sait en effet que certaines périodes de l'histoire, je pense ici à l'époque des Lumières, mais aussi de l'histoire jusqu'au début du XXe siècle, ont répondu par l'affirmative. Ils ont vu se développer un véritable scientisme, le mot a été consacré, un scientisme absolu, impliquant une confiance totale dans les possibilités infinies, c'était d'ailleurs leur propre définition, les possibilités infinies de la science, qu'elles soient théoriques ou pratiques. Bon. Contribuer à cette forme de pensée, d'ailleurs, un certain nombre de grands scientifiques, très souvent d'ailleurs des grands physiciens, pensaient qu'en fait, ils détenaient la vérité profonde, et prix Nobel le plus souvent. Mais cette démarche, cette attitude, ou ce credo, en fait, qui place la vérité scientifique au-dessus de toutes les autres aspirations à cette même vérité, ont été, au moins partiellement, sinon complètement, en fait, presque complètement remis en cause dans les sociétés d'après-guerre. D'abord parce que, il faut bien dire, le langage et les démarches des scientifiques et des sciences sont devenus de plus en plus complexes et que l'ésotérisme a souvent contribué, évidemment, à l'éloignement, notamment du public dans son ensemble. Mais aussi parce que les avancées scientifiques soulèvent assez fréquemment des problèmes d'éthique. On en parle beaucoup, en particulier de la bioéthique, sans parler du rôle de certaines applications des sciences au cours des conflits mondiaux. Et plus encore et paradoxalement, le culte de la science dans sa démarche fondamentale, aux yeux du public et des décideurs aujourd'hui, s'est mué, à mon avis, au cours des dernières décennies, en un véritable culte des technologies avancées, qu'on appelle en anglais les high-tech. Les sciences ne sont plus tellement prônées pour leurs valeurs culturelles et éducatives, même si on va le voir, elles le sont encore, pour leurs valeurs formatives d'esprit raisonnable, défenseurs du libre arbitre, pour le rejet des dogmes. Elles sont, me semble-t-il, plutôt encouragées pour leurs applications dans de nombreux secteurs, lesquels ne sont pas seulement pourvoyeurs de nouveaux traitements médicaux, de meilleurs rendements agricoles, d'outils pour la protection de l'environnement, etc., mais aussi pour les profits tirés des technologies qui en dérivent, ainsi que dans certains cas, un peu plus circonscrits, pour l'aide au développement des pays à faible économie. On cherche moins aujourd'hui d'ailleurs à former un homme plus instruit, plus savant au fait des grands mystères de la nature, de l'univers, même de la vie elle-même, mais on rêve plutôt de ce qu'on appelle aujourd'hui un homme augmenté. Un homme augmenté.
hyperconnectés, aux capacités accrues, par toute une série de robots, de prothèses et de mains par l'intelligence artificielle. J'ai pris connaissance, il y a même quelques minutes, d'une information qui émane de l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique automatique. Et là, la question qui est débattue, c'est la suivante. On peut créer une sorte de jumeau numérique, grâce évidemment à l'intelligence artificielle. Ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger, parce qu'elles vont évidemment interpeller, probablement dans peu de temps, notre humanité. Pour illustrer l'emprise croissante des technologies, il me soit permis de prendre un exemple dans mon propre domaine, c'est-à-dire celui de la biologie, en me référant au concept très général, pourtant, d'hérédité, un concept qui a trouvé, il y a environ 100 ans, son expression la plus connue et même probablement la plus précise dans le concept et l'existence des gènes. Les gènes, sièges de mutation et responsables de la variabilité de l'espèce laquelle est soumise à la sélection naturelle. Ce sont des choses que vous connaissez toutes. Or, ce concept débouche aujourd'hui, c'est très intéressant, sur l'établissement de cartes génomiques, de cartes au sens concret du terme, comprenant l'alignement de plusieurs milliards de paires de bases de l'ADN, constituant le patrimoine héréditaire de l'individu. La lecture de cet énorme texte et la recherche des sites de mutation est faite par des machines. Le temps est donc très proche où chacun aura sur lui, dans son portefeuille, sa carte génomique, laquelle devrait être présentée aux médecins lors des consultations ou éventuellement aux assureurs. De nombreuses firmes industrielles, évidemment, s'intéressent déjà beaucoup à ce secteur. La vérité vers laquelle tendent les sciences, en général, nous le savons, s'exprime par des théorèmes, des lois, des représentations imagées, des graphiques, ou encore des formules. Mais la recherche de cette même vérité répond souvent et avant tout à la curiosité des savants. Et le mot n'est pas faible, comme vous allez voir. Les savants eux-mêmes, curiosité de plus en plus aiguisée à mesure que s'affinent les procédés d'observation, les techniques d'analyse. Il n'est pas rare que seule la précision des observations soit recherchée autant que l'accès pur et simple à la vérité, D'ailleurs, ma consoeur de l'Académie des sciences, qui n'est pas plus, je crois, aujourd'hui, le professeur Marie-Lise Chanin, qui est une grande spécialiste des sciences de l'univers, justement m'a fourni un exemple absolument saisissant, très bel exemple de ce propos. Ainsi, s'il est une loi de la physique dont personne ne conteste aujourd'hui l'exactitude, la vérité, l'existence, l'importance, c'est bien celle de l'attraction universelle. Nous savons que nous pouvons tomber sur le sol, nous avons un certain poids, etc. Et tout le monde sait qu'évidemment, on en a beaucoup parlé, ça a été l'objet au cours de l'histoire, évidemment, d'un certain nombre de débats. Mais enfin, c'est une loi tellement connue qu'on pense que pratiquement elle est établie pour toujours et qu'il n'y a rien de plus à y faire. Cette loi qui a fait la célébrité de Newton comprend un principe qui s'appelle le principe d'équivalence. C'est un principe curieux selon lequel, dans le vide, tous les corps tombent avec la même vitesse, quelle que soit leur masse ou leur composition. Or, pour éprouver les limites de ce principe, des moyens considérables ont été mis en œuvre, il y a peu, pour essayer de passer de la meilleure précision atteinte jusqu'ici, qui était de 10 puissance moins 13, à une précision de 10 puissance moins 15, soit ce qui correspondrait à la chute
d'accord, d'1 micron à l'issue d'une chute de 1 million de kilomètres. On a envoyé dans l'espace, à 700 km de la Terre, des fusées Soyouz ou des sondes évidemment atmosphériques de l'Agence spatiale européenne. Pour essayer de vérifier cela, le travail n'est pas tout à fait terminé, on est arrivé à 2 10 puissance moins 14, on veut absolument arriver à 2 10 puissance moins 15. Si j'ai évoqué cet exemple, c'est en me demandant à quoi penserait un citoyen lambda de ce mode d'exploration de la vérité qui provoque l'enthousiasme des spécialistes et mobilise des moyens considérables. La vérité scientifique est soumise et perçue comme en général inattaquable parce que démontrable, dont les données sont reproductibles, calculables, etc., comme une vérité dont les limites extrêmes font l'objet de recherches incessantes, comme on vient de voir. Et à diverses périodes de l'histoire, cette recherche, entre guillemets, a souvent été considérée comme une forme d'éthique de la connaissance, une forme d'expression de l'éthique de la connaissance, vers laquelle il faut tendre absolument, la démarche des scientifiques étant en quelque sorte perçue comme exemplaire, s'élevant au-dessus des croyances humaines, croyances dont l'objet, ça a été rappelé tout à l'heure, n'est pas démontrable directement, n'est pas accessible par l'expérience, etc. En tout cas par les moyens humains. Certes, la quête de la connaissance s'inscrit encore aujourd'hui non seulement comme respectable, mais souvent aussi comme une démarche très humaine visant à affermir la liberté de penser, l'esprit critique, comme la parade aux idéologies, mais aussi, comme je l'ai rappelé, comme permettant le développement de technologies de plus en plus puissantes au service de la société. Même si ce concert de louanges est tempéré tout de même par l'ésotérisme du langage scientifique, par l'emprise jugée parfois un peu trop grande du monde des entreprises, qui cherchent évidemment, bien entendu, un certain profit à tirer de ces technologies, voire par les atteintes aux écosystèmes, etc. La société contemporaine est dans l'ensemble tout de même favorable au développement de la curiosité scientifique, probablement surtout dans l'enseignement. Pourtant, comme l'a si bien exprimé Bérénice Tournaflon, et je cite ses propos, les scientifiques sont les premiers à le reconnaître. Plus on apprend, plus on comprend, et plus on réalise que l'on ne sait pas. En effet, la vérité scientifique représente un progrès souvent considérable dans la connaissance des phénomènes naturels et même des facultés de l'homme lui-même, avec les avancées déjà évoquées, mais elle met souvent le doigt sur les limites, voire parfois les erreurs de nos connaissances elles-mêmes. En ce sens, on peut dire que la vérité scientifique est presque, par principe, n'est jamais une vérité absolue. C'est une vérité qui, du moins chez les scientifiques, ne cesse de s'interroger elle-même sur elle-même. Pourtant, croyez-le bien, personne, même les scientifiques, n'appelle de ses voeux une république des savants. Cela a d'ailleurs été longuement débattu déjà depuis l'Antiquité. D'autant que, ce sera ma conclusion, et j'y crois fermement, l'être humain est un être d'émotion, autant que de raison, dont le cerveau ne cesse et ne cessera sans doute jamais d'osciller entre croyance et vérité.